Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être là et merci à Valérie Masson-Delmotte pour son introduction. Donc je suis effectivement Maxime Ferrol, journaliste à Gamecult, et je suis là pour vous parler des enjeux environnementaux évidemment que représente l'industrie du jeu vidéo, à quels défis techniques elle est soumise et comment on peut y répondre. Donc la question évidemment ça va être d'abord d'identifier les problèmes qui se posent au sein de l'industrie, donc savoir quels sont les facteurs qui sont le plus émetteurs de gaz à effet de serre au sein de l'industrie. Pour ça, on a quelques données déjà, notamment des données produites par Ubisoft, que je remercie, qui nous ont donné. On peut savoir par exemple que si on fait une phase de cycle de vie toute l'industrie, on sait que la phase de production et la première phase émettrice de gaz à effet de serre, à peu près à égalité avec la phase d'utilisation, chacune en fait représente 45% du total des émissions de gaz à effet de serre d'un cycle de vie, donc c'est-à-dire la production d'abord des périphériques, toutes les consoles de jeux, toutes les machines, tous les PC, tous les ordinateurs. Tout ça, ça représente pour le minage, pour l'assemblage, pour toute la phase de manufacture, 45% des émissions totales de l'industrie du jeu vidéo. Et la deuxième grosse phase qui vient après, c'est l'utilisation par le consommateur. Une fois que vous avez vos machines chez vous, comment vous faites, à quel point vous y jouez. On voit que là, par la seule consommation d'électricité, mais aussi par la demande des ressources, des infrastructures, ça représente aussi 45% de l'utilisation. Donc c'est les deux gros sujets qui vont être présentés aujourd'hui dans notre intervention. Le pourcent restant, c'est à peu près 5% pour le développement, 5% pour le transport des machines des jeux, c'est effectivement moins important, donc on n'aura sans doute pas le temps de venir dessus. Et pour ça, pour parler de ce sujet, j'ai avec moi Nicolas Hunsinger, je le remercie, Environmental Sustainability Director à Ubisoft, c'est un très beau titre. Bonjour Nicolas. J'ai avec moi également Paul Benoît, le président et cofondateur de la société Carnot. Et j'ai enfin Pierre Forest, le président, le CEO de Metaboly, que je remercie également d'être là. Donc je vais vous laisser vous présenter tout d'abord Pierre par exemple, j'imagine, vous pouvez vous lancer. Donc effectivement, c'est mieux, ouais. Donc j'ai deux casquettes. La première, effectivement, j'ai créé en 2001 une société qui s'appelle Metaboly et qui a dématérialisé la distribution de jeux vidéo. Et j'ai également rejoint un groupe de travail au sein d'une association régionale qui s'appelait à l'époque Bordeaux Game en 2019 et qui aujourd'hui s'appelle SoGame puisque en fait elle représente désormais tout le secteur du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine. Et dans ce groupe de travail, on a un certain nombre de réflexions sur ce qu'on peut faire à notre échelle pour aller vers un peu plus de sobriété. Voilà. Merci beaucoup Pierre, ça va être à vous Paul. Écoutez, moi je suis Paul Benoît, je suis président et cofondateur de Carnot, comme tu l'as dit. C'est une société qui a été créée il y a 12 ans. On est en Île-de-France, on est 70 personnes. J'expliquerai un peu après ce qu'on fait plus en détail. Alors personnellement, je suis pas un grand gamer, hein, mais je suis très heureux d'être là parce que c'est un domaine qui est passionnant et sur lequel les infrastructures informatiques ont un impact très important. Donc j'essaierai de faire le lien. Et enfin Nicolas. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Hunsinger. Je suis ingénieur, je travaille dans le divertissement depuis 15 ans. J'ai rejoint Ubisoft en 2014 et donc je suis depuis 2020 directeur du développement durable pour le groupe. Et on va dire que j'ai deux missions principales. La première, c'est vraiment d'adresser l'impact environnemental d'Ubisoft et en particulier son impact carbone, que ce soit dans la manière dont on travaille, mais aussi dans l'usage de nos jeux vidéo et de nos produits de manière plus large. Et ma deuxième mission, c'est aussi en collaboration avec nos équipes créatives, de savoir comment on peut efficacement parler d'environnement dans les jeux vidéo, afin d'accélérer justement cette prise de conscience de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et surtout des solutions qu'on peut mettre en œuvre, tout un chacun, pour participer à la solution. Voilà.
Merci beaucoup Nicolas. Alors aujourd'hui on va parler globalement de l'industrie récente du jeu vidéo. Évidemment on n'aura pas le temps de faire un historique des émissions de tout, donc évidemment on va se concentrer sur les machines dans le marché, et je tiens à préciser en introduction tout de suite que l'industrie du jeu vidéo représente, j'avais demandé à un ingénieur qui m'avait fait un calcul de coin de table, c'est un ordre de grandeur, à peu près 0,16% des émissions totales du monde, ce qui est évidemment peu, mais ça reste une part importante pour l'industrie des loisirs. Quand même, c'est un loisir qui consomme beaucoup de machines, qui consomme pas mal de données numériques, mine de rien maintenant. Donc, comme il faut que toutes les industries prennent leur part, évidemment, l'important, ça va être aussi de diminuer ça. Mais pour garder les ordres de grandeur en tête, 0,1%, on est très loin de l'agriculture, des centrales à charbon, tout ça, évidemment, mais ça reste un loisir. Évidemment, vous savez, vous avez tous compris donc que l'industrie du jeu vidéo consomme beaucoup de métaux technologiques en particulier, mais d'autres matériaux aussi, donc ça fait autant de minage et de pollution. Là, on voit à l'écran un graphique, produit par Sony lui-même, qui nous dit en gros la consommation de matériaux d'une PlayStation 4 juste vendue en Europe, si je ne m'abuse, au cours de la vie, donc de 2013 jusqu'à 2018. Et on peut voir que c'est en dizaines de milliers de tonnes. Donc les seules PlayStation 4 vendues en Europe pendant 5 ans ont consommé 80 millions de tonnes de matériaux, 80 000 tonnes pardon, de matériaux, pas 80 millions. Ce qui est quand même pas rien, surtout si on compare, évidemment, parce que c'est un marché important, l'Europe, mais c'est pas le seul marché. Il y a évidemment d'autres consoles, il y a les consoles de Nintendo, il y a les consoles de Xbox, il y a les ordinateurs qui sont pas dans ce graphique. Donc, il faut savoir quand même que actuellement, il y a comme le disait Olivier Vidal d'ailleurs, il y a une criticité sur les matériaux. Vous voyez là une carte produite par l'Union européenne, par la Commission européenne, si je ne m'abuse, des pays producteurs de métaux technologiques en particulier. Donc, vous voyez que c'est très inégalement répartis. Ça fait des pollutions locales, évidemment, surtout en Chine, on est très au courant, mais il y a aussi des zones de guerre qui sont impliquées dans la production des métaux. Par exemple, le cobalt est produit dans le monde à 64% en République démocratique du Congo, et il y a des guerres civiles actuellement là-bas pour le contrôle des mines notamment. Donc vous voyez que ce sont des sujets quand même qui sont pas mineurs dans l'industrie. Et aussi, actuellement, on vit une pénurie de certains types de matériaux, notamment les semi-conducteurs. Et je ne sais pas si vous savez, mais Sony n'arrive pas à sortir autant de PlayStation 5 qu'ils le veulent de leurs industries, parce que tout simplement, ils ne peuvent pas produire les cartes graphiques en série. Il manque des matériaux. Et il y a une concurrence, surtout avec d'autres usages. Par exemple, je crois que les puces, globalement, l'industrie de la voiture en est tellement demandeuse qu'il en reste moins pour l'industrie informatique. Ça, sur la concurrence des usages, pour le coup, je peux passer la parole à Paul, puisque vous faites un peu la transition entre la part fabrication et la part d'utilisation. J'ai plus le micro. Pardon. Il y a évidemment la fabrication, mais il y a aussi la fabrication des terminaux qu'on utilise, notamment les serveurs, vu que le jeu est de plus en plus en ligne et demande de plus en plus de données. C'est à vous, Paul. Merci. Alors, je suis ravi qu'on fasse ce colloque ici au CNAM, qui est, je trouve, un des endroits les plus beaux de Paris et qui parle beaucoup des objets. J'invite tout le monde à amener ses enfants visiter le musée ici. Alors notre société s'appelle Carnot en hommage à Sadi Carnot, qui a théorisé les machines d'une manière générale. Alors les machines à vapeur en particulier. Alors quel est le lien entre une machine à vapeur et le jeu vidéo ? C'est la machine, c'est-à-dire que quand vous jouez à un jeu vidéo, de toute façon, il y a forcément une machine quelque part qu'il faut fabriquer, on l'a évoqué, qu'il faut alimenter quand on va s'en servir. Et ça, c'est le propre de toutes les machines. Hein. Vous pouvez regarder toutes les machines. Alors, je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi j'ai créé Carnot. J'ai découvert des objets, j'en ai retrouvé un. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça, c'est quand vous ouvrez une PS3, je crois. Hein, donc, ça date de 2006. Voilà, c'est une belle machine noire. Et puis, quand on l'ouvre à l'intérieur, il y a ça. C'est le système de refroidissement d'une PS3. Ça prend à peu près 80% de la place qu'il y a à l'intérieur.
il y a un énorme ventilateur et c'est ce qu'on appelle un des ventirades les plus efficaces que j'ai jamais vu dans un ordinateur. Mais ça donne juste l'ampleur de la quantité de chaleur que dégage cette machine. D'ailleurs, c'était assez marrant. Souvent, c'est les enfants qui s'en rendaient compte que ça chauffait énormément. Vous avez des systèmes de distribution de la chaleur pour pas que ça surchauffe, etc. Donc, c'est assez représentatif de ce qu'est cette machine. Et vous allez trouver ça aussi dans une voiture. Les voitures, ça dégage beaucoup de chaleur. Il faut l'évacuer. Les batteries aujourd'hui, ça dégage énormément de chaleur. Enfin, voilà, c'est un sujet central, l'énergie face à ces machines informatiques. Alors, comme je vous disais, moi je suis pas spécialiste du jeu vidéo, mais j'ai découvert l'univers des infrastructures informatiques et en particulier celui des data centers. Alors, je vais montrer quelques images. Non, c'est dans l'autre sens, voilà. Dans le secteur de la finance, moi au début je travaillais dans la finance et ils avaient des énormes centres de calcul pour faire ce qu'on appelle des analyses de risque, des simulations. Alors déjà quand on parle de simulation, on se rapproche un peu du monde du jeu vidéo. Et chaque année, ils avaient besoin de plus en plus de machines, de plus en plus de data centers, de plus en plus d'électricité. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on sent une sorte de trend long terme qui concerne effectivement la finance, mais qui a priori devrait concerner tout le monde. Et le jeu vidéo en fait partie, on va le voir. Et surtout, là, j'évoquais la chaleur, c'est-à-dire que toute la chaleur qui est dégagée, ça correspond exactement à la quantité d'électricité qui a été consommée par la machine. Donc ça, c'est la première loi de Carnot, donc rien ne se perd. Donc la chaleur dégagée par ces serveurs informatiques. Donc quand vous avez ça chez vous, c'est pas très gênant. L'été, c'est un peu pénible. Ça fait un peu de bruit aussi. Mais quand vous mettez tous ces serveurs informatiques, enfin tous ces ordinateurs dans un bâtiment, vous en mettez des dizaines de milliers, il va falloir évacuer toute cette chaleur. Et tout ça, ça consomme encore de l'énergie, de systèmes de climatisation. Et on fait des data centers de plus en plus gros, de plus en plus nombreux. Et ça commence à être un vrai sujet. Donc, j'ai décidé de créer Carnot à peu près en 2010, alors sur quelque chose que j'avais vu depuis quelques années. Et à l'époque, on me disait, des data centers, de toute façon, il y en a plein déjà, il y en a largement trop. Les ordinateurs, ça va consommer de moins en moins. Là, on est en 2022. On sort des processeurs aujourd'hui, alors je vais pas citer de marque, qui balancent dans les 600 watts. C'est juste monstrueux, juste un processeur. Alors, par souci de puissance, c'est vrai que c'est aussi efficace de faire un processeur qui va faire plein de choses en même temps. Mais voilà, les processeurs sont de plus en plus puissants. On sort des data centers avec même moi, j'en reviens pas. Enfin, là, il y a celui que vous voyez en haut. Là, alors c'est intéressant parce que c'est dans le Nevada, près de Las Vegas. Là, c'est 500 mégawatts. Alors, faut se donner les ordres de grandeur. 500 mégawatts. Un réacteur nucléaire, c'est 700 mégawatts. Donc là, on est de l'ordre du réacteur nucléaire. Ils ont sorti, alors là, on touche le sommet, une centrale de minage de Bitcoin au Texas. 730 mégawatts, enfin c'est juste délirant. Pour vous donner des ordres de grandeur, les plus gros data centers qu'on a en Ile-de-France, ça va être entre 20 et parfois 100 mégawatts, mais c'est déjà colossal. Il y en a de plus en plus. Et puis derrière, il y a des sujets de consommation électrique, de performance énergétique, donc ça on va y revenir. Et puis alors maintenant il y a le nouveau truc pour dire qu'ils sont performants énergétiquement, pour consommer moins d'électricité pour le refroidissement. Maintenant ils utilisent de l'eau. C'est-à-dire que le refroidissement se fait par évaporation d'eau. Donc ça c'est un peu un nouveau sujet parce que ça permet, comme c'est pas l'électricité, c'est pas compté dans le bilan. Donc ça c'est vachement bien trouvé. Là il y a des choses qui commencent à sortir, des data centers qui consomment. Alors aux États-Unis c'est plusieurs centaines de milliards de litres d'eau claire par an. Tout ça pour essayer de gagner un peu en efficacité énergétique. Puis alors vous remarquerez que c'est dans des lieux. À part la Suède, des lieux où il y a beaucoup d'eau quand même. Le Nevada, l'Arizona, c'est des endroits où il y a beaucoup d'eau. Donc voilà. Alors moi, je suis pas un alarmiste ou ma démarche, c'est plutôt de dire
Voilà, le jeu vidéo c'est quelque chose de génial, même si je suis pas un grand gamer. Et moi je suis la génération, enfin je suis né à peu près en même temps que Pong. J'ai une Vectrex, c'est le jeu je trouve le plus marrant, Mindstorm sur une Vectrex. Surtout ça démarre super vite par rapport à la PS3. Mais voilà, je pense que voilà, il y a de plus en plus de gens qui veulent jouer, et il y a des jeux qui sont de plus en plus incroyables, et ça serait dommage de se prendre les pieds dans le tapis parce que on fait ça un peu n'importe comment. Alors bon, nous Carnot, je vais essayer de pas me tromper. Voilà, nous, notre approche, c'est vraiment de dire, toute cette énergie. Le but, c'est de pouvoir faire plus de jeux vidéo si on veut pouvoir faire plus de jeux vidéo, il faut pouvoir le faire avec beaucoup moins d'empreintes, que ça soit au niveau énergétique et au niveau ressources. Et on est parti d'un... Carnot, c'est né d'une idée un peu bête, c'est que ça chauffe, donc ça pourrait me chauffer... Enfin, si quelqu'un joue et en profite pour me chauffer en même temps, en fait, on fait d'une pierre deux coups, et là, c'est potentiellement assez intéressant. Alors, ça, c'est l'idée de départ. Et là, je vous montre deux photos. Alors, à gauche, c'est le système d'évacuation de chaleur d'un data center. Alors, les couleurs parlent d'elles-mêmes, on sait qui c'est. Et à droite, c'est un système de production d'eau chaude dans ce qu'on appelle un réseau de chaleur urbain, donc qui produit de l'eau chaude toute l'année. Alors, bien évidemment, beaucoup plus en hiver, mais aussi en été. Et il n'y a rien qui ressemble plus à l'image de gauche que celle de droite, et sachant que dans les tuyaux, c'est de l'eau à peu près à la même température. Et c'est comme ça que Carnot est né. En disant on va développer des infrastructures informatiques qui sont, au lieu de les mettre dans des data centers qui vont dépenser plein d'énergie pour évacuer cette chaleur dans le ciel et la perdre et fabriquer un cloud, on va mettre ça dans des lieux qui sont capables qui ont besoin et qui sont capables de valoriser cette chaleur. Alors c'est vrai des réseaux de chaleur, mais c'est vrai aussi de toute l'industrie agroalimentaire. Là, par exemple, vous prenez une usine agroalimentaire, elle consomme de l'eau chaude toute l'année, elle en a besoin. Et en ce moment, c'est la zone, avec les problèmes de gaz, etc. Donc toute chaleur que vous pouvez récupérer et revaloriser, ça change complètement l'équation. Et donc ça, on va y revenir. Donc avec cette approche, ça peut être très différent. Voilà, donc nous, on a développé un système qui est un système modulaire de récupération de la chaleur. Donc on met les serveurs informatiques dans des chaudières, qu'on a développé nous-mêmes, avec toute une couche logicielle, bon ça j'y reviendrai, pour pouvoir avoir en fait une nouvelle forme d'infrastructure où la chaleur est récupérée. Alors nous on récupère 95% de la chaleur, on récupère de l'eau chaude, donc ce qui est important c'est que l'eau soit chaude parce que sinon elle n'intéresse personne. Si vous voulez faire cuire vos pâtes, non mais disons qu'après si c'est de l'eau à 30 degrés ça n'intéresse pas grand monde. Voilà, donc quand c'est déployé, alors je suis désolé, il y a une petite pub pour une banque. Donc là, par exemple, on a déployé des infrastructures en Finlande dans un réseau de chaleur avec des serveurs. Alors là, en l'occurrence, il y a à peu près sur la photo 240 serveurs et toute la chaleur qu'ils produisent est injectée dans un district heating finlandais, et c'est utilisé. Il se trouve que notamment c'est une banque qui se sert des serveurs informatiques en permanence pour cette chaleur. Voilà. Donc juste pour dire l'approche traditionnelle, c'est je construis un data center, donc Monsieur Vidal en a parlé. Alors c'est vrai que c'est coûteux en termes de ressources, il faut l'alimenter, il faut le refroidir, donc tout ça, ça consomme des ressources. Et en parallèle de ça, il y a des gens qui ont besoin de chaleur. Donc nous, l'idée, c'est de ne pas construire le data center, parce qu'on va dans des lieux qui existent, et d'utiliser directement la chaleur qui est produite. Voilà. Donc derrière, ça nous permet de sortir. Alors, notre approche, comme on mesure toute la quantité d'énergie consommée et toute la quantité de chaleur produite, ça nous permet de sortir des bilans détaillés en termes énergétiques. Là, on en parlera peut-être, mais on va aussi attaquer le côté ACV, donc analyse de cycle de vie du matériel. On utilise aujourd'hui du matériel open hardware, c'est très intéressant pour standardiser le type de matériel. C'est vrai que la spécialité des consoles, c'était de faire des matériels ad hoc. Donc il y a peut-être des sujets à creuser autour de ça. Et voilà, donc nous, ça nous permet de réduire de à peu près 80%. On est en train de mettre en place une mesure avec l'INRIA, le bilan global. On peut même monter jusqu'à 90% de réduction de l'empreinte globale en ayant cette approche-là.
Et on pense que le monde du jeu vidéo peut vraiment s'y prêter. Alors nous, on travaille beaucoup dans le domaine de la finance, j'en ai parlé, mais aussi du film d'animation, qui est extrêmement gourmand. Alors le film d'animation, c'est le jeu vidéo, mais pas en temps réel, hein, donc c'est des grosses quantités de calcul pour le synthétiser de l'image. Le jeu vidéo, on est plus dans des logiques temps réel, donc il y a d'autres sujets à aborder. Je pense que ça se prête bien aussi à des infrastructures réparties. Donc voilà, on commence à travailler. En plus, le monde du jeu vidéo et le monde de l'animation ont des porosités assez fortes, hein. Il y a des licences qui communiquent. Donc voilà, je pense que le jeu vidéo sera aussi un des domaines d'application de ce qu'on fait. Là, évidemment, on est sur la phase industrielle du jeu vidéo où les industriels eux-mêmes peuvent identifier les points de consommation avec lesquels qu'ils peuvent améliorer, mais faut aussi penser au côté utilisateur ou comment le joueur lambda, vous et moi, fait pour identifier les bonnes pratiques. Là-dessus, je vais donner la parole à Pierre Forest, qui est le CEO de Metaboly. Pierre, j'imagine que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites, où vous, effectivement, vous identifiez plus, vous servez à identifier en fait quels jeux sont les plus gourmands en besoins matériels. C'est si je ne m'abuse. Oui, à peu près ça. Je vais revenir dessus. Donc rebonjour. En introduction, moi je voudrais juste dire que je suis toujours un peu gêné de prendre la parole dans des colloques comme ça parce que je suis toujours entouré de scientifiques. Moi j'ai pas de background technique et donc en fait ce que je vais vous présenter c'est plus mon expérience adaptée à une réflexion, on va dire, d'entrepreneur pour ma boîte. Et je dois dire que ma conscience environnementale, elle n'est pas non plus existante depuis très très longtemps. Je pense que je peux la dater d'à peu près 2018, à l'époque où on a commencé à nous parler beaucoup de l'impact significatif que pouvait avoir le cloud gaming, notamment avec le lancement du service de Google, Stadia. Et en ayant créé GamesMet en 2001, en ayant commencé justement par un service qu'à l'époque on appelait le Canal+ du jeu vidéo, donc cette approche d'utilisation forfaitaire, d'accès à un abonnement illimité de jeux, ça a commencé à gamberger dans ma tête et à me dire effectivement le jeu vidéo va sans doute être confronté à des questionnements futurs, à la fois des administrations, à travers une certaine taxonomie, mais également à travers nos utilisateurs. Et donc, il faut commencer à réfléchir à ces questions-là. À ce titre, on avait, au niveau local, moi j'habite à Bordeaux, donc on avait un groupe de travail qui se montait au sein de Bordeaux Game. Et donc, on a commencé à défricher le sujet en partant vraiment de zéro. Donc voilà, moi, mon expérience, elle est assez récente. Néanmoins, je suis un petit-fils de paysan et j'ai une approche très simple, voire simpliste par rapport à cette question. Parce que c'est vrai que très souvent, devant l'ampleur du problème, on ne sait pas très bien quoi faire en fait. On a commencé par virer les touillettes, faire pipi sous la douche et on nous a dit que ça ne servait pas à grand-chose. Et surtout, moi, je l'ai mesuré en faisant mon bilan carbone. Donc en fait, l'idée de cette présentation, c'est de vous dire où on est arrivé en tant que distributeur, ce qu'on pense mettre sur la table pour essayer de mettre notre pierre à l'édifice. Donc je vous le disais, on s'est créé en 2001. 2001, je vous mens pas, j'avais pas du tout de conscience environnementale, mais je savais quand même qu'en faisant disparaître le CD-ROM, en éliminant le transport, en passant outre les magasins, on allait avoir un argument qui consistait à dire, certes, ça va beaucoup plus vite pour l'utilisateur, mais pour la planète, c'est pas mauvais. En tout cas, je pensais surtout à la disparition du CD et à la disparition du plastique. Par contre, aujourd'hui, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas si évident que ça. Et en fait, je vais m'appuyer sur 2 études qui montrent la difficulté, en fait, à comprendre où on se situe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de passer sur le numérique. En 2014, il y a cette première étude qui est assez marquante, qui montrait qu'au-delà d'1,3 gigaoctet, alors la moyenne de mes jeux au catalogue, c'est 10 gigas, donc au-delà d'1,3, l'étude concluait qu'il valait mieux continuer de distribuer des CD-ROM. Donc, ok.
Et en 2020, on a cette thèse dont on a beaucoup parlé, qui est une thèse anglaise qui a été faite avec le concours de Sony et qui a comparé l'impact des 3 modes de distribution phares du jeu vidéo, la distribution via disque, la distribution par téléchargement et le cloud gaming. Donc vous l'avez là dans le slide. Et en fait, en moyenne, ce que conclut cette étude, c'est que on gagne 15% d'impact environnemental en moins lorsqu'on est en distribution par téléchargement. Et surtout, dès qu'on bascule en cloud gaming, là, ça devient vraiment, enfin, on tombe dans le passif. Donc voilà, c'est un premier constat qui enlève le monde un peu bisounours du fait qu'on digitalise, on règle le problème. Il y a une étude que je voulais partager avec vous, on en a déjà parlé en introduction, enfin, tu en as déjà parlé en introduction, mais qui montre bien aussi les problématiques auxquelles on est confronté. Donc c'est une étude très récente qui date du début de l'année, qui a été faite par l'ADEME et l'ARCEP et qui montre comment se répartit en fait l'empreinte du numérique à travers les 3 blocs qu'ils ont identifiés comme étant les terminaux, les réseaux et le centre de données. Et en fait, on voit que la partie terminaux, essentiellement composée des téléviseurs, a une part très très significative, de l'ordre de 71%, je crois. Et à l'intérieur, la fabrication de ces terminaux est la partie la plus importante. Ensuite, la partie exploitation, utilisation, et puis la distribution, c'est-à-dire le transport des machines, est vraiment la portion congrue. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que en fait, ça c'est des choses qu'on apprend quand on s'intéresse au sujet et qu'on essaye de regarder quoi faire au sein de nos groupes de travail. Et très souvent, la réflexion c'est, finalement, si c'est les terminaux, dans ce cas-là, il faut qu'on aille du côté des constructeurs. Et les constructeurs, comme vous le savez, ils sont plutôt asiatiques, enfin ils sont très très loin de nous. Et moi, je travaille régulièrement, je fais des opérations bundle de manière exclusive avec Asus, par exemple. Je vous cache pas que c'est pas un sujet qui les préoccupe énormément. Et donc, très souvent, le résultat de nos discussions, c'est il n'y a pas forcément grand-chose à faire si on veut vraiment, en tout cas à notre niveau, si on veut vraiment cibler le cœur du problème. Donc, je suis parti, moi, de mon propre bilan carbone. Et c'est ça que je vais partager avec vous. Donc on est une petite société, on fait 30 millions de chiffres d'affaires, on distribue un peu plus de 2 millions de jeux. Et donc l'idée c'est de voir quel est rapidement notre impact. Donc quand on fait un bilan carbone, on fait une carte de flux, on essaie d'analyser. Donc nous on est vraiment une petite boîte, donc en plus on est tous en télétravail. Donc notre scope 1, notre scope 2, voire notre scope 3 aval, c'est très faible. Je vais passer d'ailleurs dessus très rapidement. Donc en gros le scope 1 et 2 pèse pas très très lourd, on a quelques serveurs, quelques PC pour travailler. Là-dedans on modélise aussi l'effet rebond dit du télétravail. Et donc on consomme pas grand-chose, je vais y revenir. Sur le scope 3 amont, où là on se déplace, dernièrement on se déplace de moins en moins, parce que les grands salons internationaux, etc., c'est je ne veux pas dire un peu fini, mais en tout cas on les a évités dernièrement, donc ça a un effet assez positif. La partie serveur et services informatiques de Metaboly, c'est relativement faible parce que c'est très très déporté sur les grandes plateformes type Steam & Co. Et puis en scope 3, là ça devient beaucoup plus significatif. C'est surtout toute la partie téléchargement des jeux et toute la partie utilisation des jeux. Alors, à quoi on est arrivé en conclusion? C'est qu'en fait, on peut arriver à des résultats en fonction du périmètre qu'on prend en compte, qui sont très très différents. Pour vous expliquer ce que veut dire ces deux graphiques, c'est d'un côté une approche GHG protocole, d'un autre côté une approche un peu plus jusqu'au boutiste, pur bilan carbone. Dans l'une, je prends en compte l'utilisation par mes joueurs des fameux 2,2 millions de joueurs de jeux que je distribue chaque année. Dans l'autre, je la prends pas. Quand je la prends pas, je fais 500 tonnes carbone. Quand je la prends en compte, je fais 91 000 tonnes de carbone. Donc en fait, les conclusions, c'est que je peux faire beaucoup de choses au niveau de mon scope 1, 2, 3 amont,
Je l'ai d'ailleurs fait beaucoup de choses, le fait de passer en télétravail, de réduire énormément les trajets, de ne pas prendre l'avion ces derniers temps notamment. Ça fait que mon empreinte, encore une fois, c'est une petite boîte, 18 tonnes, c'est pas énorme. En revanche, si je prends la partie téléchargement, là, ça va représenter... non, pardon. Si je prends en compte la partie utilisation par les joueurs, alors là, j'ai 99% en fait de mon bilan carbone qui se situe au niveau de la fabrication des PC et du temps passé à jouer sur les 2 millions de jeux que j'ai vendus. Et donc, en fait, ça conduit à se dire que la priorité, elle est vraiment là. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour avoir un impact, ou en tout cas pour aller dans le bon sens vis-à-vis de cette chose-là. Sachant que il y a quand même un énorme manque d'informations, dans le sens où quand on achète un PC, une carte graphique, etc., on n'a même pas, en règle générale, l'idée de ce que ça consomme. Là, tu as cité des puces qui sortent sur le marché et qui sont extrêmement consommatrices. Très souvent, le consommateur final n'a pas cette information. Si je compare avec un frigo, quand vous rentrez chez un Darty, vous savez ce que va consommer votre frigo. Quand vous achetez un PC, a fortiori un PC gamer, l'information est inexistante. Et elle est inexistante non pas à cause de la mauvaise volonté des fabricants, mais elle est inexistante parce qu'elle est aussi difficile à calculer, puisque en fait, elle va dépendre de la manière dont vous sollicitez votre machine. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que cette information manquait, qu'elle n'était pas complètement inutile, cette information, puisqu'en fait, là je vous cite une étude américaine de 2019 qui a montré de manière très claire qu'il y avait un rapport de 10 à 20 en fait, entre certains devices de joueurs et d'autres. Typiquement, une console Switch, ça consomme 20 fois moins qu'une PS4 ou une Xbox. Dans cette étude, je crois que ça fait apparaître ça, mais après, ça dépend aussi de quel jeu on met dessus, j'imagine. Enfin... Donc, je continue. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a des secteurs où il y a une information à destination du grand public qui permet d'orienter ses choix en termes d'achat d'une machine, en termes de consommation. Je citais tout à l'heure l'exemple des frigos, mais même en matière de mobile, il y a l'éco-rating qui a été mis en place par un consortium d'ISP dont Orange, qui donne également des informations en matière de mobile. En matière de PC, il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, l'idée, c'est d'être capable de fournir ce type d'informations. Alors quel type d'informations? Là, je m'inscris dans une philosophie que j'aime bien, qui est poussée par Carbon 4, Net Zero Initiative. Et donc l'idée, c'est d'être capable de donner aux joueurs, de façon à faire évoluer leur comportement, une information qui, à mon avis, n'est pas triviale. Et puis, si possible, d'intégrer les fabricants de hardware lorsqu'ils auront, on va dire, l'envie d'y participer, comme ça a pu être fait dans l'exemple que je vous ai donné sur les mobiles. Donc, comment on fait? L'idée, c'est tout simplement d'être capable de générer automatiquement un score aux joueurs. Donc, il faut savoir que la distribution de jeux vidéo, elle est encore un peu à l'âge préhistorique. Pourquoi je dis à l'âge préhistorique? C'est parce que, en fait, quand vous achetez un jeu, qu'il soit en téléchargement ou en distribution physique, vous êtes censé, vous, utilisateur, connaître votre machine et savoir si votre machine, elle répond aux spécifications minimum que l'éditeur a mis en place pour faire fonctionner ce jeu. Donc c'est aujourd'hui encore quelque chose qui se fait manuellement. Donc l'idée, c'est de le détecter automatiquement, et en se rendant compte qu'on est capable de dire à un joueur qu'il a les éléments nécessaires pour faire fonctionner son jeu, on doit être capable également de lui dire ce que ça va lui coûter en termes de consommation électrique pour 1 heure de jeu sur 7 machines. Donc l'idée, c'est de tout simplement sniffer la machine du joueur, là où les machines du joueur, il est possible d'enregistrer différentes configurations, puisque les joueurs n'ont pas qu'un seul PC, qu'une seule machine. De cette manière, de déterminer en fait un score qui sera identifié en A, B, C, D, E, A étant bien supérieur enfin bien moins d'impact que la moyenne, E bien plus d'impact que la moyenne. Ce score, comment il est calculé? Il est calculé donc en fonction d'un certain nombre de critères impactants
dans la machine de l'utilisateur, la taille de la RAM par exemple, ou le niveau de finesse de la gravure des puces par exemple. Et partant de là, on obtient en fait une information la plus neutre possible pour l'utilisateur, de façon à ce qu'on sache, qu'on prenne un peu plus en compte le fait de changer de ce PC, par exemple, va déclencher des scores très importants, ou d'utiliser tel jeu sur tel type de PC va déclencher. Et donc, que les gens sachent, avec derrière peut-être plusieurs possibilités. D'une part, d'être capable de mettre en place des jeux qui vont être mieux optimisés, fonctionner sur plus de machines, y compris donc les moins gourmandes, ou des politiques de compensation, par exemple, puisqu'on sera capable en temps réel de mesurer la consommation des joueurs, et donc pourquoi pas de faire ce qu'on fait dans l'aviation, par exemple, de mettre en place des politiques de compensation. Voilà, donc actuellement, ça c'est quelque chose qu'on va sortir à la fin de l'année sur notre site. Et par ailleurs, on mène avec le groupe de travail dont je vous parlais, on a fait une réponse à un appel à proposition PIA 4 dont la réponse doit tomber à mi-juillet, et dont le but est de trouver des outils d'autodiagnostic à mettre à disposition des petits studios, parce qu'on va dire qu'aujourd'hui les gros acteurs sont en mesure de faire leur bilan carbone, mais pour les petits studios c'est plus compliqué. Moi, pour m'être formé au bilan carbone personnellement, je me rends compte que dans un bilan carbone, en gros c'est un fichier Excel, il y a énormément de choses qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, d'une part, donc la structure même, on nous parle de fret, de métaux consommés, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté, en tout cas à toute la frange studio, acteurs de la distribution comme moi. On ne parle pas du tout de distribution numérique, de granularité en fonction du type de cloud qu'on utilise. Donc il y a pas mal de choses à améliorer pour que tous les acteurs puissent assez facilement s'auto-diagnostiquer et mettre en place ensuite les bonnes politiques. Nicolas, oui, vous travaillez à Ubisoft et donc vous êtes à la tête du pôle environnement, et donc j'imagine que vous avez fait tout un travail pour déterminer quels étaient les impacts d'Ubisoft, comment les modifier, comment les diminuer, et aussi comment faire prendre conscience aux joueurs qu'il y a aussi une part à jouer dans cet écosystème-là. Merci. Déjà, je vais te féliciter, Pierre, parce que quand je vois tout ce travail, je suis très très impressionné. Nous, Ubisoft, on a la capacité de faire ça depuis 2015. Je sais l'investissement que ça demande. Donc, je te tire mon chapeau, parce que c'est comme ça qu'on attaque le problème. En prenant le taureau par les cornes, en allant mesurer, comprendre ce qui se passe. Et après, ça devient une gymnastique. Et je pense que le monde dans lequel on est en train d'arriver va commencer par cette gymnastique-là, c'est arriver à mesurer soi-même son bilan carbone. Je vais aller jusqu'au bout de ma réflexion. Qui, ici dans la salle, a déjà mesuré son propre bilan carbone à son niveau individuel? Si vous pouvez lever la main. C'est pas mal. On va dire peut-être la moitié, peut-être un tout petit peu plus. Je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Je vous invite à vous rendre sur le site Nos Gestes Climat de l'ADEME. Ça vous prend 5 minutes et vous pouvez mesurer votre bilan carbone individuel. C'est la première étape, que ce soit au niveau d'une personne, d'une collectivité, d'une entreprise. Faites l'exercice. Mettez-vous les chiffres en tête de combien ça vous coûte de manger, de vous déplacer, de vous habiller, etc. Nous, c'est ce qu'on fait au niveau d'Ubisoft depuis 2015. On regarde l'impact carbone de tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour travailler. Et c'est qu'à travers cette gymnastique qu'on fait d'année en année, donc ça fait la 7e fois qu'on l'a fait, 6 fois, 2015 à 2021, qu'on arrive enfin à comprendre où on peut aller chercher des leviers de réduction. Ce travail, on le publie tous les ans dans notre rapport annuel. C'est extrêmement détaillé, c'est de plus en plus détaillé d'année en année. Je ne vais pas vous montrer tous les chiffres, parce que je pense que c'est plus intéressant d'engager le dialogue avec vous et de voir comment l'industrie peut intégrer ces nouveaux éléments. Voilà, on le publie pour des raisons légales, mais on le fait aussi pour inspirer les acteurs de l'industrie et pour que les choses soient répliquées. On a
souvent évoqué le mot systémique. Systémique, c'est-à-dire qu'on est tous sur le même bateau, on partage tous la même chaîne de valeur, que ce soit nous, les développeurs de jeux vidéo, les publishers, les distributeurs, les fabricants de matériel, les data centers. Donc c'est extrêmement important qu'on collabore ensemble, qu'on comprenne les interdépendances et qu'on travaille mieux ensemble. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail-là. Donc à l'issue de ce premier exercice de bilan carbone qu'on a fait depuis plusieurs années, aujourd'hui on tourne aux alentours de 150 000 tonnes de CO2 pour le groupe Ubisoft, c'est ce dont on a besoin pour travailler. Et on a fait aussi 2 analyses de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est on va plus loin que ce qu'on a besoin pour travailler. On va intégrer tout ce qui n'est pas sous notre contrôle, donc la distribution de nos jeux en dehors de notre périmètre et l'usage, en intégrant dans l'usage à la fois la fabrication des périphériques, des terminaux et la consommation électrique nécessaire pour les faire tourner. Et c'est ce que disait Maxime. Aujourd'hui, on estime que nous, ce qui est sous notre responsabilité, sous notre contrôle direct, c'est 5 à 10% du total, donc 150 000 tonnes de CO2 équivalent. Je vous laisse faire la règle de 3 si vous voulez avoir le total. Et ça, c'était la première étape. En 2019, on a intégré l'alliance Playing for the Planet sous l'égide du programme pour l'environnement des Nations Unies. C'était une occasion inespérée d'avoir un sponsor comme ça et de se donner une excuse de parler davantage de ce que l'industrie du jeu vidéo pouvait faire aujourd'hui sur ses enjeux environnementaux et carbone. Et c'était d'autant plus un moment critique qu'on a pu mettre autour, que les Nations Unies ont pu mettre autour de la table d'autres développeurs de jeux, que ce soit sur console ou sur mobile, mais aussi les first party, et entre autres Sony et Microsoft. À ce moment-là, on s'est dit, tiens, on peut aller aussi plus loin. Quel est le pouvoir aujourd'hui de nos jeux à parler d'environnement, à éveiller les consciences et à mobiliser dans une action positive vers les solutions de demain. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a, on va dire, gardé pour s'engager depuis 2020, un engagement à contribuer à la neutralité carbone mondiale en réduisant l'impact de nos opérations, en allant travailler avec les first parties et la chaîne de valeur sur comment on peut réduire l'ensemble de l'impact de l'usage des jeux. C'est la partie qu'on appelle Reduce Footprint. Je vais vous faire ce petit jeu de mots en anglais. Reduce Footprint. Et l'autre partie, c'est Increase Brain Print. Donc c'est à l'inverse. Comment est-ce que, à travers le contenu, on peut sensibiliser les joueurs. Et là-dessus, on est heureux depuis 3 ans de participer à une initiative donc, qui est menée par Playing for the Planet, qui s'appelle le Green Game Jam, où on va inviter tous nos gros jeux, qu'ils soient en développement ou déjà sortis, à réfléchir comment on peut mettre à profit la force de nos marques, la force de nos univers au profit de l'environnement. Qu'est-ce que nos jeux, nos open world peuvent raconter sur ces enjeux actuels à nos joueurs. Et cette année, on est très heureux d'avoir pu engager 14 équipes dans l'initiative, donc 14 jeux Ubisoft. Et on a un potentiel de 40 millions de MAU à aller chercher dans les 12 mois qui viennent avec les activations que ces équipes ont imaginées, avec des initiatives très très variées. On va parler des risques accrus d'incendie dans Riders Republic. On va parler du blanchiment des coraux dans Hungry Shark World. On va parler de protection de la biodiversité dans Assassin's Creed. Donc voilà, c'est quelque chose que je pense qui est aussi important. Et puis quand on voit derrière l'intérêt des joueurs et puis le succès de Don't Look Up en particulier, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire et une différence à faire du côté d'Ubisoft, mais de l'ensemble dans l'industrie. Voilà, donc je pense que vous avez compris un petit peu ces 2 approches, Reduce Footprint, Increase Brain Print. Quand si je reviens peut-être à cette première partie, Reduce Footprint, la partie Increase Brain Print, le rôle du jeu vidéo dans la sensibilisation des joueurs, je pense qu'on en parlera plus cet après-midi. Je vais laisser la parole à mes amis Ubisoft sur ce sujet. La réduction de l'impact, aujourd'hui, comme j'ai dit, elle démarre par la mesure.
Donc faites-le déjà à votre niveau individuel, faites-le au niveau de l'organisme dans lequel vous travaillez. Concentrez-vous sur ce qui pèse le plus et ce que vous pouvez réduire le plus facilement. En tout cas, chez Ubisoft, là-dessus, on a pris plusieurs engagements. Le premier engagement, c'est de réduire notre impact par employé de moins 0,8% en 2023, de moins 10,8% en 2024. Donc aujourd'hui, on a identifié des actions très concrètes sur comment réduire cet impact à court terme, sur nos achats, sur l'organisation de nos lieux de travail, sur notre fourniture en énergie, sur toute la partie informatique qui couvre à la fois l'équipement individuel des employés, mais aussi la manière dont on opère nos data centers, en propre ou en partenariat avec à l'externe. On sait que ce n'est pas suffisant, mais il faut commencer quelque part. Et mieux vaut commencer avec ça que rien du tout. Et ça nous permet aujourd'hui que ce soit un sujet au sein de l'entreprise, qu'on puisse commencer à parler formation avec nos employés, qu'on puisse nouer des partenariats et aller chercher des fournisseurs qui vont nous permettre de faire mieux. Mais on sait que ce n'est pas suffisant. C'est aussi pour ça qu'on s'est engagé dans l'initiative Science Based Target. Science Based Target, c'est quoi ? C'est une initiative indépendante qui pousse les entreprises à faire ce qu'il faut pour qu'à leur niveau, elles essayent de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Parce qu'aujourd'hui, nos moins 10,8% en 2024, ce n'est pas suffisant, on en a bien conscience. Et donc, on s'est engagé là-dedans. Et je peux vous dire qu'ils ont validé nos principaux engagements. Et ces principaux engagements, ça va être de basculer sur 100% d'énergie renouvelable au plus tard d'ici 2030 et d'aller s'assurer que 2/3 de nos dépenses, de nos achats, soient couverts par des fournisseurs qui prennent le même engagement. Pourquoi est-ce qu'on se décharge sur nos fournisseurs ? Parce qu'en fait, on n'émet pas grand-chose, même à l'échelle d'Ubisoft en direct. On achète, on consomme beaucoup de choses. Et donc cet engagement auprès de nos fournisseurs, il est extrêmement important pour que nous, derrière, on aille voir nos fournisseurs actuels en leur disant qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous pouvez faire mieux, et que ça devienne aussi un critère de sélection pour tous nos achats dans le futur. Ce qu'on fait donc en parallèle de ces engagements de réduction et ce plan d'action qu'on a mis en place, on sait que pour atteindre la neutralité carbone mondiale, c'est impératif de réduire. Derrière, comme Valérie Masson-Delmotte l'a expliqué avant, il faut aussi, à un moment donné, être en mesure de capter et d'éliminer les émissions résiduelles. Et c'est pour ça qu'Ubisoft, depuis 2020, on engage un programme de contribution climatique. Alors on dit maintenant contribution climatique, avant on appelait ça compensation carbone. C'est un terme que je n'aime pas, chez Ubisoft on n'aime pas. Vous le trouverez plus dans nos communications officielles aujourd'hui parce que je pense que c'est trompeur et on s'inscrit comme Pierre dans la Net Zero initiative qui est portée par Carbone 4. Et donc on va financer tous les ans en priorité des projets d'évitement d'émissions en dehors d'Ubisoft. Donc on va essayer d'aller soutenir des projets qui vont accélérer la transition bas carbone, que ce soit via des énergies renouvelables, mais aussi via des programmes d'efficacité énergétique. Et puis une petite partie de cet investissement va commencer à aller vers des projets de afforestation ou de reforestation, parce qu'on sait que ce sera critique dans les années à venir. Voilà, de bien préserver et de faire grandir cet écosystème dont on a besoin pour atteindre le net zéro aussi rapidement que possible. Ça, c'est sur ce qu'on fait sur notre périmètre. Et puis, évidemment, on a bien conscience aussi de l'impact du jeu vidéo dans son usage. C'est quelque chose qu'on étudie à travers notre analyse de cycle de vie. Je voyais les chiffres avant, je sais plus qui les avait partagés, je pense que c'était Olivier Vidal, qui parlait de 300 grammes de CO2 par heure de streaming sur Netflix. Dans le jeu vidéo, on n'est pas très loin de ça. On est un petit peu au-dessus même, parce qu'on est un peu plus gourmand, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc comment on adresse ça aujourd'hui ? Et on réfléchit en particulier de plus en plus à la manière dont on conçoit nos jeux. Est-ce qu'il y a matière à aller
à s'assurer que la manière dont ils sont conçus vont engendrer des économies d'énergie au niveau des terminaux sur lesquels ils sont joués. C'est un tout nouveau champ, mais on est très intéressé pour l'explorer. Voilà, je pose un petit peu les grands sujets qui nous intéressent. Merci beaucoup Nicolas. Alors merci beaucoup. Effectivement, je pense que du côté de l'utilisation du jeu vidéo, il nous reste encore des choses à dire parce que effectivement, moi, par exemple, je suis joueur. Comment je sais, de mon point de vue à moi, quelle forme de jeu je dois utiliser. Je remets la slide que Pierre avait montré légèrement, qui est issue de la thèse de Joshua Ashlan. On se disait effectivement le physique consomme plus que le téléchargement direct. Quand vous achetez un jeu, soit vous l'achetez en magasin et ça consomme comme ça, soit vous le téléchargez, ça consomme un peu moins, soit on y joue maintenant une nouvelle forme qui est apparue très récemment, ces 3 dernières années, c'est le cloud gaming, c'est-à-dire qu'on souscrit à un système d'abonnement et comme un Netflix, en fait, ça nous envoie un flux directement chez nous. Évidemment, la chose, c'est qu'on n'achète pas on n'a pas la totalité du téléchargement du jeu directement. On a plutôt une consommation dans le temps. Donc, la thèse de Joshua Ashlan, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle nous montrait qu'il y avait des moments où jouer en cloud, c'est mieux parce qu'il y a une corrélation directe en fait entre le nombre d'heures auxquelles on joue à un jeu en cloud, donc on reçoit le flux, et la taille du jeu potentiel si on devait le télécharger en une fois. Donc on voit par exemple que jouer peu de temps à un jeu qui serait très gros à télécharger, c'est beaucoup plus intéressant en cloud gaming, c'est la partie gauche en rose que vous voyez, tandis que si on joue longtemps à un jeu, il vaut mieux directement le télécharger. Moi, je pose la question directement à Nicolas, par exemple. Est-ce que chez vous, pour certaines formes de consommation de jeux, par exemple typiquement des démos, c'est-à-dire faire proposer un essai de jeu au début, mais pas l'intégralité du jeu, c'est une forme de proposition que vous allez faire aux consommateurs pour limiter nettement son impact ? On n'en est pas encore là. D'abord, les chiffres de Joshua Ashlan sont extrêmement intéressants. Je travaille avec lui. Il vous dirait que ça, c'est déjà obsolète parce que les choses évoluent vite. On gagne toujours de plus en plus en termes d'efficacité énergétique et la science aussi. La comptabilité carbone, qui est très complexe sur notre industrie, évolue. Je pense qu'aujourd'hui, le download, effectivement, il est toujours meilleur. Moi, je vous dirais qu'il est quand même encore meilleur que ça. Mais on va dire qu'on va garder cette hypothèse-là. Sur le cloud gaming, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est est-ce que l'usage va permettre d'amortir le coût carbone du support de distribution ou de la plateforme même. Et c'est ce que montrait le graphe d'après. C'est-à-dire, si je télécharge tout un jeu ou que j'achète le produit physique, mais que je ne vais pas y jouer beaucoup, on ne va pas amortir. C'est un mauvais comportement. On aurait tout intérêt à jouer le jeu en streaming. Pareil pour la plateforme, en fait. Si aujourd'hui vous achetez une console mais que vous n'allez pas y jouer suffisamment longtemps, je crois que on parle autour de 1500 heures sur 5 ans, ne le faites pas. Jouez sur un autre device que vous avez déjà, ça c'est déjà bien. Ou sinon le cloud gaming, le streaming peut être une option intéressante. Donc ça c'est quelque chose qu'on va continuer à creuser. Il y a l'ADEME qui est en train de mener aussi une étude très intéressante sur les comportements de consommation culturelle et qui va nous aider avec d'autres industries du divertissement à mieux orienter les consommateurs. Quand est-ce que je choisis du digital? Quand est-ce que je choisis du physique? Quand est-ce que je préfère faire du streaming? Quand est-ce que je préfère faire un téléchargement? Et je pense que ça va être très intéressant. Et puis là, on parle encore aujourd'hui de streaming ou de cloud gaming qui nécessite dans la plupart du temps une console à domicile. Quand ces consoles-là ne seront plus nécessaires et qu'on pourra streamer ou jouer en cloud directement depuis son téléviseur, vous imaginez la quantité de matériel qui vont disparaître des domiciles, des foyers des gens.
Certes, il y aura une augmentation importante dans les data centers de serveurs, mais regardez combien de temps votre console elle est éteinte la journée, le soir, vous multipliez ça par des millions de joueurs, et je pense qu'il y a des bénéfices en termes de réduction de la consommation électrique et de carbone qui peuvent être très importantes liées au cloud gaming. Tout ce matériel-là peut être mutualisé dans des data centers, donc on peut réduire le volume. Pour des raisons économiques, les opérateurs de data centers et Ubisoft en particulier aura tout intérêt à ce que ces serveurs durent le plus longtemps possible. On pourra contrôler la fourniture d'électricité de ces infrastructures-là. Aujourd'hui, chez Ubisoft, on a 95% d'énergie renouvelable sur nos data centers. Je ne pense pas que ce soit le cas pour nos joueurs. Donc on a aussi un formidable effet à jouer là-dessus. Donc je pense qu'il y a pas mal de bénéfices. Effectivement, ce qu'il faut garder en tête, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire là, on peut gagner beaucoup en matériel, en énergie. La question, c'est si le jeu vidéo, de par cette transition, devient beaucoup plus accessible peut-être en termes, parce que je peux jouer tout le temps, je peux jouer maintenant à la maison, dans mes transports, peut-être aussi plus accessible en termes de coûts, et ça va dépendre aussi du business model, enfin du modèle économique qui sera mis en place autour du cloud gaming. C'est vrai que ce serait dommage que tous ces gains soient effacés par du volume, parce qu'il y aura beaucoup plus de joueurs qui joueront beaucoup plus longtemps. Mais ça, c'est une question extrêmement difficile à anticiper. C'est sûr que l'exemple du streaming vidéo et de Netflix nous interpelle. On sait qu'aujourd'hui, regarder 1 heure de Netflix à la maison, c'est beaucoup moins émetteur que de se déplacer et d'aller au cinéma, pour un certain nombre de raisons. Et je vous invite à regarder les études du Shift Project sur l'impact de la culture. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent Netflix et le regardent beaucoup plus longtemps, quand avant, c'était moins de gens qui allaient au cinéma et puis ils n'y allaient pas tous les soirs. Donc ça va être hyper intéressant. Après, la question qui se pose aussi derrière, c'est l'accès à la culture. Est-ce que c'est bien d'avoir des barrières physiques et des barrières prix qui limitent l'accès à la culture et donc du coup de facto limitent les émissions liées à notre secteur? Ça va être une discussion assez intéressante. Merci Nicolas. Alors l'heure tourne, donc je vais directement passer aux questions un peu prospectives, parce que pour s'adapter à la raréfaction des ressources, au besoin de produire moins de CO2, comment l'industrie pourrait s'adapter? Par exemple, Pierre, est-ce qu'on pourrait imaginer un jeu vidéo qui soit moins demandant en capacité de calcul, qui soit moins performant globalement, qui recherche moins la performance, ou juste qui s'adapte à la raréfaction des matériaux, par exemple en changeant de modèle? Parce que j'ai une slide aussi qui montre, vous la montriez tout à l'heure. Oui, alors moi je ne sais pas du tout si je peux répondre à cette question. En fait, je pense que c'est le consommateur en fait qui doit répondre à cette question, à quel type de jeu il a envie de jouer. Aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de gens ont envie de jouer à Call of Duty par exemple, des jeux qui sont particulièrement gourmands. Encore une fois, le jeu en lui-même, il n'est pas si gourmand que ça, c'est plutôt la machine dont on a besoin pour le faire fonctionner. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est que généralement quand on produit ou développe un jeu, on a forcément envie de le vendre et de le vendre au plus de monde possible. Et donc il y a quand même un cercle vertueux à essayer de faire en sorte que ce jeu soit codé de manière optimum, de façon déjà à éviter les retours clients, les bugs, etc. Dans l'environnement PC, ça compte, mais aussi à faire en sorte que ça aille sur des machines les moins gourmandes possibles, de façon à avoir l'audience la plus large possible. Je pense que l'exemple d'un Fortnite qui tourne sur beaucoup de machines, un des succès, au-delà du gameplay, etc., c'est ça. Donc en fait, le point positif, c'est que si on fait cet effort d'optimiser son code, on gagne de l'argent et c'est bon pour l'environnement. Après, je ne pense pas que
on doit aller vers un système où on va faire que des jeux 2D. Enfin, la low-tech, c'est un pan de la solution sans doute pour certains, mais je ne vois pas le marché, moi, se transformer en low-tech. Je pense que les clients, les joueurs, ils attendent des jeux dernière génération, etc. Donc en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à uniformiser un peu plus les choses pour éviter l'obsolescence, appelons-la quand même programmée, des différentes consoles, des différents PC, et faire en sorte qu'on soit capable de sortir des jeux qui consomment pas mal, mais sur des machines qui vont durer de plus en plus longtemps. Merci Pierre. Pour revenir à la question des mutualisations de moyens que vous évoquiez, Nicolas, je crois que Paul, vous aviez dit, pour les serveurs, par exemple, pour typiquement le cloud gaming, ça permettrait d'avoir beaucoup moins de charges matérielles parce qu'en fait, il y aurait une rotation des joueurs. Comme on sait que, je crois, les consoles sont inutilisées 98% du temps, ou quelque chose comme ça, nos machines de jeu, en tout cas spécifiques au jeu, ça pourrait être une solution pour diminuer le nombre de matériel, tout simplement, qui existe. Bah oui, effectivement. Enfin, c'est un peu comme le covoiturage en fait. Donc, vous allez utiliser le serveur. Alors, à condition que vous n'ayez pas un matériel spécifique. C'est-à-dire que là, quand on était sur les PS, c'est un matériel spécifique. Donc, vous l'achetez que pour faire ça. C'est comme si vous aviez une voiture diesel que pour aller acheter du pain. Ça n'a absolument aucun sens. Ça va passer par... alors là, quand on parle de jeux PC, effectivement, on va commencer à être sur du matériel standard avec différentes configurations de puissance. Mais ce qui va changer, vous allez être sur les mêmes plateformes, en général les plateformes x86, donc ça peut être de l'AMD, de Intel, peu importe. Vous allez avoir plus ou moins de RAM, plus ou moins de disques, mais c'est toujours le même type de matériel. Donc ça, c'est assez intéressant. On a vu d'ailleurs des initiatives. Il y a eu Shadow. Alors, ça s'est pas très bien passé pour d'autres raisons techniques, parce que justement, ils n'arrivaient pas trop forcément à faire bien cette mutualisation. Il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête dans le monde du jeu vidéo, c'est la latence. C'est-à-dire que le cloud gaming, vous pouvez pas trop tourner sur un serveur qui est à l'autre bout de la planète, parce que vous allez avoir trop de latence et que dans le jeu ça compte énormément. Donc il faut avoir un peu des serveurs un petit peu partout. Mais si vous arrivez à les mutualiser, aujourd'hui les technologies le permettent, c'est-à-dire qu'à un moment ça tourne en jeu vidéo et puis dès que c'est fini ça peut tourner sur un sujet, pour un banquier typiquement. Nous c'est ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui, sauf juste que les plateformes de jeux vidéo tournent pas trop sur ces systèmes-là. On peut imaginer quelque chose de très intéressant. Il y a aussi les quantités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le jeu vidéo, on va en retrouver. Enfin, on parle du métaverse aujourd'hui. Enfin, j'ai parlé des bitcoins tout à l'heure, enfin du minage de bitcoin, mais le métaverse, c'est la gamification de tout. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un nombre de serveurs qui va exploser. Aujourd'hui, la qualité graphique, on va dire, c'est limité, mais si on veut faire du Call of Duty 24/24. Tout le monde pour aller faire ses courses, etc. On va aller sur des quantités colossales. Et alors là, la mutualisation, c'est indispensable. Donc, et puis, alors, juste pour rebondir sur le point de comment mesurer, parce que typiquement, vous avez un jeu qui doit tourner sur une plateforme puissante. Le cloud, c'est pas mal parce que ça va s'adapter. Le jeu, il a besoin d'une certaine config. Le cloud, automatiquement, il va le faire tourner sur la bonne config. Et là où ça peut être intéressant, c'est que de toute façon, ces configs-là, elles ont un prix et une empreinte carbone chez le fournisseur. Donc un jeu, alors c'est pareil quand vous faites de la licence pour des logiciels en général, c'est vous payez la machine et vous payez la licence. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez des choses qui ont besoin d'une grosse machine avec une licence open source qui coûte 0, mais vous payez le prix plus 0. Après, vous avez des choses où vous n'avez pas besoin d'une grosse machine, vous avez une licence très chère. Donc quelque part, tout ça, on peut le restituer au consommateur, ne serait-ce que dans la facture. C'est-à-dire que vous utilisez une machine plus puissante qui coûte plus cher à fabriquer et éventuellement qui coûte plus cher à recycler et qui va consommer plus d'énergie, vous allez payer plus cher. Et du coup, les gens qui aiment bien les jeux, qui sont low-tech parce que c'est ça qu'ils aiment bien, ça va tourner sur une petite machine. Donc déjà, ils ne vont pas avoir un gros coût
d'usage. Et puis en plus, en général, c'est des jeux qui peut-être coûtent moins cher à développer parce qu'il y a moins de code, on va dire. Mais voilà, donc après, il y en aura pour tous les goûts et on pourra au moins mesurer. C'est-à-dire que le problème, effectivement, les gens n'arrivent pas à mesurer aujourd'hui. Bah, typiquement, moi qui joue énormément à des jeux low-tech, je me doute que théoriquement je consomme moins avec mes vieux jeux en 2D codés aujourd'hui par 3 personnes que si j'achetais des jeux AAA qui étaient faits par des armées de milliers de développeurs et surtout qui consommeraient plus directement chez moi en fait. Et ça pour le coup, quand je joue à un jeu, je n'arrive pas à savoir ma consommation sur mon PC, à quel point elle est infiniment inférieure si je joue à un jeu qui demande peu de ressources par rapport à un jeu AAA récent qui mettrait ma machine à genoux, donc je serais au maximum de ma demande de batterie, de ma carte graphique, tout ça, oui, c'est... Le micro, ici. Avec le cloud, parce qu'effectivement, quand vous avez votre propre machine, vous l'avez acheté, vous connaissez ses limites. Alors que sur le cloud, il suffira de cliquer, ça va démarrer, ça va bien se passer. Ça se trouve, la machine en face, c'est un monstre et on va même pas on le sait pas. Donc c'est important que les gens sachent ce qui a tourné. Oui, enfin, pour te rendre compte, en fait, il suffit d'acheter ce qu'on appelle un wattmètre, tu le branches sur ta prise et en fait, tu vas voir la différence quand tu fais tourner un jeu ou un autre, tu verras clairement la différence dans le sens où le wattmètre, il va te donner une consommation différente, en fait. Oui, bien sûr, c'est des tests. C'est des tests même qui sont parfois faits dans la presse, mais je veux dire, le consommateur, il va pas acheter un wattmètre pour vérifier s'il consomme moins, évidemment. Mais du coup, c'est évidemment pas un critère d'engagement pour le public. J'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y a un critère environnemental à l'achat des jeux. Même si moi, j'y fais un peu attention, on va dire, globalement. C'est une chose qui est encore, au niveau de l'information du public, c'est même pas un critère d'enjeu. En fait, on voit que le gros de l'industrie, c'est de l'industrie AAA, et c'est pas du tout une industrie qui souhaite se transformer, même, ou qui souhaite faire un autre modèle de jeu. Allez, vas-y, Nicolas. Oui, vas-y. Je pense je suis pas sûr qu'on puisse dire que la consommation énergétique des joueurs soit pas un enjeu. On en a. Pour qui? Pour les joueurs? En fait, c'est l'exemple qu'on a vu hier soir, par exemple, va dans l'autre sens. C'est pas une private joke, mais j'ai regardé le journal télévisé de France 2 hier soir. Il faisait commenter les gens dans la rue sur cette tribune qui a été signée ce week-end par les 3 patrons d'Engie, Total et EDF, qui appellent les Français à réduire collectivement, massivement et immédiatement leur consommation d'énergie. Et donc les journalistes de France 2 sont allés interroger les gens dans la rue. Il y avait quelqu'un qui aurait pu être quelqu'un de cette salle-là, on va dire plutôt un jeune. Et ils lui ont demandé « Qu'est-ce que vous faites vous ?» Il a dit moi je fais pas trop d'efforts, mais bon c'est vrai que je joue un peu moins à la play maintenant, parce que je suis un gros joueur. » Donc cette personne-là, quand on lui parle d'économie d'énergie, spontanément elle a pensé à sa PlayStation et elle s'est dit qu'elle allait moins jouer, qu'elle jouait déjà moins. Donc voilà, je pense que c'est un signal faible, mais qui interpelle, en tout cas moi qui m'interpelle, et je pense que cette personne-là ne le faisait pas pour des raisons environnementales, elle le faisait pour des questions financières. C'était un jeune adulte, je pense, qui commençait à regarder un petit peu ses sous et qui avait quand même une perception que sa console de jeu, c'était quelque chose qui consommait beaucoup. Je ne pense pas que cette personne avait un wattmètre à la maison. Je ne pense pas qu'elle vérifiait sa facture d'électricité à la fin du mois et regardait si elle avait évolué à la hausse, à la baisse en fonction du nombre d'heures qu'il avait passé sur sa PlayStation. Mais il avait quand même fait ce rapprochement et je pense que c'est intéressant. Et quand on voit aussi ce stress en fait sur l'énergie en termes d'approvisionnement, sur la hausse des coûts, et que ces tendances-là, malheureusement, je pense que vont continuer à être des enjeux forts dans les années à venir. Je pense que ça nous interpelle aussi dans l'industrie à savoir comment on se positionne par rapport à ces enjeux consommateurs en fait.
Non, mais effectivement, merci Nicolas. Alors, on avait fait un petit calcul d'apothicaire en vitesse parce que j'ai eu les chiffres il y a 2 jours. On voit qu'en gros, c'est le rapport dont on parlait tout à l'heure, Pierre, pour 100 heures de jeu. Vous, si vous avez par exemple une Switch, si vous y jouez 100 heures en mode jeu, j'entends, vous consommerez 0,7 kWh. Pour une PlayStation 5, qui est la console la plus puissante du marché, qui va consommer le plus du marché actuellement, c'est 20 kWh que vous consommerez. Donc si vous rapportez ça au prix du kilowattheure, vous verrez que sur votre facture, ça vous fait quoi, 4 € avec 20 kWh, quelque chose comme ça. Et avec une Switch, 30 fois moins. Donc effectivement, il était un peu irrationnel ce garçon quand il disait qu'il voulait baisser sa facture avec sa PlayStation, mais effectivement, ça reste un marqueur qui montre quand même qu'on associe de plus en plus en fait, ce qu'on fait, donc les loisirs qu'on pratique énormément avec les impacts qu'ils ont. Et je pense que les loisirs, c'est... Vas-y Nicolas, si tu veux prendre la parole. Non mais c'est vrai que c'est intéressant. On voit qu'il y a de plus en plus, dans les années à venir, il y aura de plus en plus d'arbitrage qu'à la fois les consommateurs vont faire sur leur usage, mais aussi au niveau réglementaire. Beaucoup d'acteurs économiques, l'Union européenne, sont en train de trier les activités. Qu'est-ce qui est sustainable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est compatible avec un monde à 1.5 et sous quelles conditions. Donc, moi j'ai vu des études, donc une étude du Crédit Suisse il y a quelques temps, où voilà, il y avait des infographies qui avaient été reprises par les Échos. Et il y avait marqué, voilà comment ça va se passer à 1,5 degré si on veut tenir le 1,5 degré. Il y avait marqué jeux vidéo 0. 0. Par contre, on avait le droit de faire un vol moyen courrier tous les ans. On avait le droit d'avoir un tapis de course à la maison. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça nous responsabilise déjà sur quel est l'impact de notre industrie. Est-ce qu'on en est conscient ? Est-ce qu'on peut le communiquer ? Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce qu'on peut l'adresser ? Et la deuxième chose aussi que ça appelle, c'est la perception en fait de la société sur notre activité. Parce que si le Crédit Suisse a préféré favoriser un vol moyen courrier ou un tapis de course à la maison, c'est peut-être aussi parce qu'on estime qu'on n'a pas on ne rend pas suffisamment à la société. Et je trouve que c'est très dommage. Peut-être c'est encore des préjugés sur notre industrie qui ont la vie dure. Mais je trouve que c'est des éléments importants à avoir en tête dans la manière dont on construit Ubisoft, mais aussi le reste de l'industrie dans les années à venir, d'avoir ça en tête. Voilà. Merci pour votre intervention. Alors, on comprend bien que du coup, c'est les terminaux qui sont vraiment une des grandes sources des émissions de CO2 et tout ça. Est-ce que ça serait pas le temps de mettre la fin, un coup d'arrêt aux exclusivités, justement, qui poussent à la multitude de terminaux, qui poussent à avoir certains terminaux pour ça? Est-ce que c'est pas les constructeurs, les vendeurs aussi qui peuvent pousser ça, les jeux vidéo à avoir des émulateurs? On voit bien qu'à une époque, en effet, une PlayStation et une Xbox étaient très différents, alors qu'aujourd'hui on est quand même sur du x86, comme c'est des composants de PC, des trucs comme ça. Donc est-ce que aujourd'hui on pourrait pas aller vraiment vers une uniformisation et arrêter ces exclusivités et tout ça? Alors, je suis malheureusement pas sûr que l'industrie soit prête à ça, oui, parce qu'on sait bien que les exclusivités, c'est ce qui font vendre pour chacun des grands consoliers. On voit Sony a ses exclusivités, Xbox a ses exclusivités, la Switch aussi, Nintendo a ses exclusivités, et donc c'est aussi regrouper des parts de marché pour eux, en fait, s'assurer d'une demande. Mais je sais pas, Nicolas, par exemple, Ubisoft, ils font des jeux en exclusivité pour certains constructeurs, ou est-ce que c'est une chose qui est dans l'industrie? Alors, vous en faites des tas de jeux, donc je sais même plus. Vas-y, prends la parole. On fait certains jeux sur Switch qui, du coup, ne sont pas sur les 2 autres consoles. À ma connaissance, c'est la seule grosse exclusivité qu'on ait. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, Nintendo ne laisse pas sortir des jeux Mario sur PlayStation ou sur Xbox. Mais non, mais je pense que c'est une bonne question. C'est sûr que c'est les first parties qui amènent ces conditions d'exclusivité. Je ne pourrais pas commenter sur cette approche. Ensuite, malgré tout, je pense qu'il y a déjà un travail qui a été fait qui est assez intéressant sur le fait que tous les jeux maintenant sont plus ou moins rétrocompatibles d'une génération de console à une autre, et je pense que ça va dans le bon sens.
de pouvoir... sur cette nouvelle génération de consoles, je trouve que Sony et Microsoft font quand même beaucoup d'efforts pour que beaucoup de jeux restent encore accessibles sur l'ancienne génération. Aussi peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à vendre à produire et à vendre suffisamment de consoles de nouvelle génération. Mais je pense que c'est quelque chose qui va durer. Voilà. Après, est-ce que ce sera la dernière génération de consoles? Je sais pas. Après, il faut quand même prendre le point de vue du consommateur. Je ne mesure pas aujourd'hui à quel point le fait qu'il y ait des exclusivités sur certaines plateformes fait que les gens ont du multi-équipement. Je ne sais pas si c'est vraiment un cas de figure très important où les gens vont dire « Ah, je ne peux pas jouer à ce jeu-là sur ma plateforme, donc je vais acheter une deuxième console. » Ça coûte quand même déjà très cher, mais c'est sûr que voilà, c'est un bon point. Je ne suis pas sûr que le principal enjeu aujourd'hui soit ça. Mais voilà, on n'a pas de fabricant de console de first party aujourd'hui, donc je ne pourrais pas en dire plus. Et c'est vrai que aussi l'idée d'un jeu vidéo dans le cloud global permettrait aussi d'éviter ça, d'avoir à acheter des consoles pour profiter d'un seul fabricant. Si on avait à la limite des services de cloud exclusifs, il suffirait de s'abonner en fait, ce serait ponctuel et on aurait moins d'utilisation des consoles, donc moins de périphériques, mais ça encore c'est une prospective absolue. Je pense que vous êtes tous au courant que Stadia s'est cassé la gueule dans son modèle économique, donc c'est pas pour tout de suite. Il y a une autre question ici, monsieur. Bonjour, merci pour votre intervention. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de cloud gaming et en mode ok, ça peut nous permettre de mutualiser des équipements et ça peut être intéressant. Mais j'ai l'impression que dans toute la réflexion qui est abordée, on fait un peu la même erreur qu'à chaque fois qu'on parle de réchauffement climatique ou d'écologie. C'est qu'on prend toujours un seul et unique facteur d'analyse, alors que les facteurs sont multiples. Là, par exemple, on ne parle pas de quelles sont les installations qu'on doit déployer à l'échelle mondiale, et que ce soit sur la mer, dans le ciel ou dans l'espace, pour faire en sorte qu'un système de cloud puisse exister à travers toute la planète. Et donc, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, une des erreurs qu'on est en train de reproduire là exactement, c'est bien qu'on commence à avoir une réflexion sur tous ces sujets, mais est-ce qu'on ne devrait pas élargir un peu plus notre réflexion, essayer de prendre en compte absolument plus de facteurs pour essayer de faire des choix qui soient du coup moyen et long terme et qu'on ne se dise pas qu'on fasse comme d'habitude en fait un choix court terme en se disant tiens cette solution là peut nous permettre de répondre à la problématique, alors que j'ai l'impression que là maintenant tout de suite on n'analyse pas assez de données et assez de problèmes pour avoir une réponse réellement pertinente. Merci pour cette question, Paul, sur le côté remplacement des technologies. Oui, je veux bien répondre parce que alors vous trompez pas, j'ai pas dit que le cloud gaming c'était super. Non, ce que je constate, c'est que ça va être probablement une tendance pour plein de raisons qu'on a évoquées ici, d'aller vers le cloud. Il y a des choses positives, etc. Par contre, nous, par exemple chez Carnot, notre sujet, c'est ces infrastructures-là. Elles sont pas vertueuses en soi et loin de là. Aujourd'hui, tous les acteurs, alors en particulier américains, font soit de la compensation, soit disent on a des énergies renouvelables. Alors, juste pour la petite anecdote, vous regardez le CAC 40, ils ont tous des énergies renouvelables. Alors ce qui est génial, c'est que le CAC 40 a l'air de s'adapter au vent et au soleil. Enfin, c'est-à-dire que si vous faites le calcul, vous regardez la quantité d'énergie produite par les énergies renouvelables, il n'y a même pas de quoi faire tourner les data centers de notre pays. Donc, je ne sais pas comment ils font, mais c'est juste fabuleux. Posez-vous cette question-là. Ensuite, donc, mais bien sûr qu'il vaut mieux utiliser des énergies renouvelables que des énergies pas renouvelables. Donc, il y a des pas qui sont faits. Après, il y a ces infrastructures-là qui posent aussi des questions. Et donc il faut les adresser. Alors la difficulté, c'est qu'en fait c'est pas des infrastructures qui ne concernent que les jeux vidéo. Donc là on passe à une échelle avec des enjeux. Aujourd'hui les infrastructures numériques c'est l'équivalent des machines à vapeur il y a 100 ans. C'est-à-dire que c'est le cœur de notre économie. Il y a des gens qui disent que c'est 60% de l'économie mondiale s'appuie sur ces infrastructures numériques. Donc il y a le jeu vidéo, mais il y a l'e-commerce, etc. Donc là, c'est des choses où on passe à un degré encore plus élevé. On parlait le jeu vidéo, c'est 0,16%. Le numérique, suivant ce qu'on prend en compte, on monte jusqu'à 10%. Et ça double tous les 5 ans, a priori. Donc vous avez raison, on touche à un sujet.
Mais je pense que après c'est aussi les acteurs de chaque domaine doivent montrer comment ils savent bien faire. Je pense souvent c'est la passion du jeu vidéo qui fait que vous avez envie d'avoir toujours plus de jeux vidéo, qu'il faut du coup les faire mieux pour montrer l'exemple en disant bah, nous regardez dans le jeu vidéo on a fait ça intelligemment, on utilise des infrastructures qui sont un peu plus vertueuses, mais c'est pas du tout juste on va mettre ça dans le cloud et on va utiliser des énergies renouvelables qui va régler le problème. Ça vous avez entièrement raison, donc il faut élargir effectivement le sujet. Alors, merci Paul. On a une question. Ouais. J'ai une question un peu en lien avec ce qui... Enfin, oui, c'est en lien d'une certaine façon. C'est par rapport à l'obsolescence programmée. Du numérique, il y a un délit qui a été créé d'obsolescence programmée. Alors, j'avais une question. Est-ce que vous êtes des hommes de l'art? Est-ce que dans le numérique, on sait bien sûr qu'il y a de l'obsolescence programmée. Dans le matériel spécifique jeux vidéo, est-ce que vous avez identifié, vous, une obsolescence programmée? Et d'une manière générale, est-ce que vous pensez qu'on peut établir cette obsolescence programmée et l'évaluer éventuellement? Alors, pour une fois, c'est moi qui peux répondre à cette question, vu que je suis juriste en droit de l'environnement à la base. Du coup, c'est une question que j'ai vaguement étudiée. En fait, l'obsolescence programmée, vous avez dit, effectivement, il y a une loi qui a été promulguée en 2016. Le problème, c'est qu'elle n'est pas applicable, cette loi, parce qu'elle est beaucoup trop mal rédigée. Elle demande 3 critères. En gros, c'est la preuve d'un défaut de conception et un taux de remplacement dû à ce défaut de conception qui soit important, donc qui permettrait de générer du revenu, et l'intentionnalité du créateur de cet objet de l'avoir fait de l'obsolescence. C'est de l'obsolescence vraiment programmée. Le législateur a dit faut qu'il y ait l'intentionnalité derrière. Et l'intentionnalité, c'est impossible à prouver en droit, parce que c'est la partie qui attaque qui doit prouver. Donc à moins d'avoir un lanceur d'alerte quelque part dans l'entreprise, vous ne pouvez pas prouver ça. Typiquement, il y a eu l'exemple, l'UFC Que Choisir en septembre 2019, si je ne dis pas de bêtises, avait attaqué Nintendo pour le délit d'obsolescence programmée. Parce qu'il disait les Joy-Con de la Switch, ils cassent, ils ont un taux de retour excessif, genre 60%, effectivement. Donc là, on a un produit défectueux, effectivement, les Joy-Con ne marchent pas. Donc on ne peut pas jouer avec la manette techniquement. Et il y a un taux de retour énorme, et donc beaucoup de gens, même si c'est remplaçable gratuitement, en rachètent, donc on pourrait dire que c'est ça. Mais par contre, c'est impossible de prouver l'intentionnalité de Nintendo, tout simplement parce que eux, quand ils conçoivent avec des contraintes de place, d'espace, des contraintes économiques, et tout ça, ça peut justifier en fait que ce soit un produit défectueux. Du coup, la loi française sur l'obsolescence programmée, je crois qu'il y a eu 3 cas qui sont vaguement passés devant les tribunaux, enfin des débuts de procédure, et c'est jamais arrivé en application. Il n'y a eu aucune condamnation sur ce fondement. Le plus célèbre, c'est Apple qui, je crois, vers 2016, quelque chose comme ça, avait fait pour ses iPhones, en gros, qu'avec la nouvelle génération d'iPhone, la précédente, les logiciels ralentissaient le téléphone, mais littéralement ralentissaient, c'est-à-dire que vous aviez, sans rien faire chez vous, parce qu'un nouveau téléphone était sorti, un téléphone moins bon, alors qu'il n'avait aucun autre défaut, c'était juste une obsolescence logicielle. Et ça, en fait, c'était un défaut d'information du consommateur. Il y a la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence et des fraudes, qui est arrivée pour dire non, ça c'est pas bien, mais du coup, ils ont mis 200 millions d'euros d'amende, je crois, à Apple, mais pas sur le fondement de l'obsolescence programmée, sur le fondement du défaut d'information. Et c'est pour ça, la Switch, on parle du Joy-Con, que ce serait de l'obsolescence programmée. Non, c'est au mieux de la réticence dolosive, comme on dit en droit, c'est-à-dire qu'on ne montre pas au consommateur qu'on lui vend en final un produit qui est vraiment défectueux, qui a 60% de taux de retour de consommateur. Mais donc, l'obsolescence programmée pour le jeu vidéo, avec nos textes à nous, ça ne s'applique pas. C'est pas applicable. Le fait qu'on ressorte tous les 7 ans une nouvelle génération de consoles, c'est pas de l'obsolescence programmée, c'est du capitalisme. Vas-y. Il y a des initiatives, là, par exemple, tout ce qui est utilisation de matériel. Il y a eu un phénomène dans le logiciel qui est incroyable il y a 25 ans, qui était Linux, donc complètement open source, qui a déferlé à une vitesse colossale. Et dans le matériel, on voit aussi ce genre de choses apparaître. Alors, les GAFAM, malgré tout le mal qu'on peut en dire, ils consomment tellement de serveurs. Juste pour vous dire, c'est plusieurs centaines de milliers de serveurs qui sont jetés tous les mois.
parce qu'ils renouvellent leur parc, enfin c'est colossal. Mais ils en consomment tellement qu'ils ont développé une initiative qui est d'avoir du matériel open hardware. C'est-à-dire que du coup, ils sont plus dépendants d'un fournisseur. Ça leur permet d'avoir des matériels qui est de plus en plus standard. S'ils pouvaient, ils garderaient du matériel propriétaire, mais ça devient des quantités tellement énormes que du coup, ça devient du matériel standardisé, réutilisable, avec des durées de vie assez longues, avec un marché secondaire. Et ça, c'est assez intéressant. C'est une initiative qui a émergé finalement du volume que ces gens-là consommaient, et ça peut profiter à toute une industrie. Donc ça, on va dire, c'est plutôt, c'est des choses à saisir. À promouvoir, qui sont assez intéressantes. Et puis après, l'obsolescence programmée, moi j'ai envie de dire, pas faire de sondage ici, mais c'est intéressant, je pense qu'on se la programme aussi nous-mêmes, hein, si on fait un sondage qui a un smartphone de moins d'1 an, moins de 2 ans, moins de 3 ans, etc., je pense qu'on serait surpris du fait qu'on n'a même pas besoin de mettre en place de l'obsolescence programmée. J'ai une question ici. Oui, bonjour. J'ai une question sur les métiers en fait qui sont proposés dans les entreprises. Si on fait le lien avec la prise de conscience, cette année, on a vu beaucoup de jeunes ingénieurs de grandes écoles qui affirmaient leur refus de participer à des industries qui ne correspondaient pas à leur prise de conscience, en particulier des enjeux environnementaux et climatiques. Le fait que dans les rapports du GIEC ou de l'IPBES, on parle de changements, dans le rapport de l'IPBES, c'est des changements transformatifs radicaux qui sont demandés. Un statu quo amélioré ne suffira pas à éviter les catastrophes environnementales. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ces jeunes talents en ingénierie avec une prise de conscience environnementale pour imaginer de nouveaux métiers dans les différentes industries qui leur permettent d'exprimer leurs solutions ? Du coup, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre à cette question. Nicolas, vas-y. Oui. Vous avez raison, c'est une tendance très forte. Chez Ubisoft, on a engagé le dialogue en interne maintenant depuis quelques années, de manière très constructive. On a 15 comités verts. C'est des gens qui se rassemblent spontanément sur le lieu de travail pour discuter d'environnement d'un point de vue personnel, mais aussi sur le lieu de travail. En France, ils sont 450. Et avec une volonté forte d'agir positivement au sein de l'entreprise sur ces problématiques-là. Parce que je pense qu'ils sont attachés à l'entreprise et parce que c'est là aussi où ils passent la plupart de leur temps. Donc c'est des choses qu'on a pris en compte. On s'est structuré, on permet à chaque leader de ces comités verts de passer 10% de leur temps dédié au sujet environnemental au sein de l'entreprise. Ils posent sur la table un certain nombre de sujets qui démarrent par les éco-gestes. Voilà, on va déjà virer tous les gobelets en plastique. Ça, on commence souvent par ça, et c'est bien. Parce que sinon, ça crée de la dissonance cognitive sur le travail. C'est bien qu'on fasse du renouvelable, mais pourquoi il y a toujours les gobelets en plastique ? Et puis, on arrive sur des nouveaux sujets. La mobilité douce pour aller au travail, les plans d'épargne salariale, qu'est-ce qu'on peut avoir comme fonds ou investir notre argent, etc., etc. Et c'est une démarche qu'on appelle de nos voeux au sein de l'entreprise. Parce que comme vous l'avez dit, cette transformation et ce changement, à mon sens, c'est une rencontre entre une impulsion stratégique de la part de la direction et une volonté forte des employés de la réaliser. C'est vrai que trop souvent, on est là, qui veut changer, qui veut que l'entreprise change, et tout le monde est là, oui, il faut que ça change et tout, et après, qui veut changer, et là, il n'y a plus personne, quoi. Donc c'est vraiment important d'engager dans cette dynamique-là tous les échelons de l'entreprise et sur les différents métiers. Donc, je donne quelques pistes, hein, c'est pas pour dire Ubisoft on est super, mais des choses qu'on peut mettre en place, et d'ailleurs tout ce qu'on a mis en place la plupart du temps, ça se met en place dans d'autres entreprises, et on s'est beaucoup inspiré de ce que d'autres entreprises font, donc des Green Committees, de la formation. Nous on déploie chez Ubisoft ce qu'on appelle la Climate School, donc c'est un programme d'e-learning à destination de tous les employés pour bien comprendre ce qui se passe d'un point de vue scientifique. Enfin, c'est ce que Valérie Masson-Delmotte a présenté ce matin dans des vidéos très très sympathiques de 5 minutes pour apprendre, comprendre et se mettre au goût du jour. Et on accompagne aussi un certain nombre de fonctions métiers au sein de l'entreprise.
parce que notre approche est que chacun a un rôle à jouer en fonction de son métier. Certains ont des grands rôles à jouer, d'autres ont des petits rôles à jouer. Mais aujourd'hui, acheter de manière green, gérer un espace de travail de manière green, faire de l'IT green, c'est quelque chose de particulier. Et puis on crée des temps forts dans l'année, des grands moments qu'on appelle la Green Week, où on va aller chercher des gens inspirants à l'extérieur, nos partenaires business, pour qu'on dialogue tous ensemble de ce sujet-là, que ça devienne un vrai sujet d'entreprise. Ça, c'est pour l'interne. Mais effectivement, à l'externe, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de passer 1 heure avec un représentant de Pour un réveil écologique pour savoir aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui se passe, et Ubisoft, et le jeu vidéo. Et on est très preneur, on l'entend, et on a besoin d'adresser ça, non seulement pour retenir nos talents, mais pour s'assurer aussi qu'on a les bons talents demain pour nos métiers actuels, mais aussi pour nos métiers du futur. Et donc on engage un certain nombre de dialogues avec les étudiants. Nos stagiaires, on les interroge là-dessus. On a fait une étude là, très récemment pour savoir comment est-ce qu'ils percevaient l'action environnementale au sein d'Ubisoft. Et c'est souvent critique. Et on aime la critique parce que c'est ça qui nous fait avancer. Si c'est important pour les employés et pour les talents, c'est d'autant plus important pour nous et c'est un grand moteur. Donc oui, des nouveaux métiers, on les voit venir. Déjà, on a commencé à former un certain nombre de personnes en interne au bilan carbone. On a créé une initiative qui s'appelle Carbon Masters et on a dû former une 30aine de personnes à travers le groupe pour qu'ils soient en mesure de mesurer les bilans carbone de nos filiales, qu'ils soient autonomes là-dessus. Et puis, je pense que dans le développement de nos logiciels, oui, on a des nouveaux métiers qui arrivent. Et on est en train de réfléchir justement avec nos ressources humaines pour bien les anticiper et voir où seront nos besoins dans le futur pour s'assurer qu'on soit au bon niveau. Voilà. Parfait, merci Nicolas. On va prendre une dernière question. Oui, je sais pas. Ah, dommage. Alors, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant, je vais essayer de faire vite. Vous avez parlé d'initiatives pour intégrer un peu de green dans les jeux vidéo, et c'est je pense, d'excellentes initiatives, c'est amené à se développer dans pas mal d'endroits. Est-ce qu'il pourrait y avoir lieu d'avoir des jeux où, plutôt que d'intégrer des trucs, d'avoir des jeux plutôt sérieux pour... comment dire ? J'ai essayé de faire ma question trop courte, je vais la faire moyennement courte, comme ça sera beaucoup plus clair. Moi je travaille dans un institut de transition énergétique, on travaille sur l'acceptabilité des nouvelles solutions, parler de covoiturage, de ce genre de choses, où on va passer beaucoup de temps à comprendre les mécanismes de changement des comportements en fait. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour un groupe comme le vôtre de mettre en place des jeux où, au-delà d'informer, ce qui est déjà essentiel et déterminant, il y avait aussi quelque chose de remontant où on recueille ce que font les joueurs pour savoir quelles sont les choses qui vont les bloquer, quels sont les a priori qu'ils vont avoir, quels sont les leviers et les freins qui permettent d'avoir des choses comme ça. Parce que là, on parle entre gens intéressés, on est tous super d'accord, c'est génial, on est dans un cercle qui est assez fermé, mais dès qu'on commence à profiter d'un nombre de joueurs assez considérable, on peut rentrer dans des cercles un peu plus larges et du coup comprendre quels sont les chemins qui mènent aux a priori et du coup au blocage vers des comportements plus verts. Nicolas, j'imagine. Merci pour cette question. Effectivement, je pense qu'on a un média qui est en capacité d'influer sur les comportements. J'ai fait le petit exercice dans le dernier rapport, le troisième rapport du GIEC, donc sur l'adaptation. J'ai fait un petit contrôle F, j'ai tapé le mot entertainment. Il y avait 8 occurrences. 2 occurrences qui disaient il faut que l'industrie, ce secteur d'activité réduise son impact carbone. Et 6 fois, c'était pour dire que cette industrie a un rôle majeur dans le lifestyle des gens. Donc, qu'est-ce qui est cool ? Voilà. Donc, notre rôle, si on le veut, c'est de rendre l'environnement cool. Et je pense qu'on est assez fort pour rendre les choses cool. Donc, faisons-le. Donc, on est aligné là-dessus. Le premier point pour faire ça, c'est que déjà, il faut former les développeurs de jeux vidéo à ces enjeux-là. Donc ça, c'était un gros travail qu'on a fait et qu'on continue à faire avec entre des gens qui seront là cet après-midi qui vous raconteront plus ce qu'on fait,
Donc c'est des fresques du climat, c'est des fresques du numérique, c'est du réseautage. Il y a plein de groupes de travail et de développeurs très très intéressés. La GDA a un Special Interest Group autour du climat, ils sont très très pointus. Vous verrez des gens intéressants cet après-midi encore. Donc voilà, c'est former les développeurs, les créatifs à quels sont les enjeux, comment on rend ça cool, comment on rend ça pas trop des fois anxiogène, parce que ça l'est aussi. Enfin, quel est le juste milieu, et puis après, quelle est la dose d'information et quelle est la dose de solution et vers quoi j'oriente. Donc on a développé beaucoup de connaissances, de ressources en interne chez Ubisoft sur ce sujet-là, qu'on partage. On fait des talks à la GDC, au DevCom, à la Gamescom, etc., parce qu'on pense qu'il y a, voilà, on a beaucoup appris de l'externe. Maintenant, on a hâte aussi de rendre, et on le fera cet après-midi. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que nous, l'approche chez Ubisoft, c'est de se dire on ne veut pas faire des jeux sur l'environnement à côté. Notre force, c'est le mainstream, c'est des grosses marques, c'est des millions de joueurs, et c'est à ces gens-là qu'on veut parler. Et on souhaite autant que possible que ça soit aligné avec notre vision éditoriale et nos enjeux business. Pourquoi ? On préfère toucher 10 millions de joueurs de manière ponctuelle mais forte, plutôt que de faire un petit jeu très pointu, très sérieux, etc., qui va toucher 10 000 personnes. 10 000 personnes, ça peut sembler beaucoup pour les gens, mais pour nous, c'est pas beaucoup. Et peut-être 10 000 personnes qui sont déjà au courant de ces enjeux-là, en fait. Je ne sais pas combien de vous, aujourd'hui, se sont déjà concernés par l'environnement. Et c'est bien, parce qu'ensemble, on peut approfondir. C'est bien si on arrive à rassembler, à faire que cette salle, elle est 10 fois plus grande aussi, à un moment donné. Donc c'est ça qu'on essaie de faire avec nos jeux. Donc toujours de respecter l'univers, la fantaisie, la marque, etc. Mais pas de s'arrêter à juste on va mettre un truc green dans le jeu et puis voilà, c'est fait. C'est aussi justement d'engager la démarche, de dire comment cette expérience qu'on va vivre dans le jeu, elle va se traduire en action dans la vraie vie. Parce que ça, le gros potentiel en fait de notre média par rapport à d'autres, c'est la capacité à ce que l'expérience in-game se traduise avec des bénéfices in real life. Et du coup, les premières étapes, naturellement, ça va être de se dire, viens signer une pétition, viens découvrir cette association, donne de l'argent, peut-être. Et viens viens planter des arbres, viens participer à des actions environnementales pour les océans, etc. Donc ça, c'est très, très bien. Évidemment, l'étape derrière qui nous tient à cœur, c'est de savoir comment ça va vraiment influer sur le comportement des gens, sur ce lifestyle, sur leur manière de voir les choses. Ça, c'est extrêmement difficile à ce stade-là, parce qu'on ne peut pas non plus fliquer les gens chez eux. Alors, tu as joué au jeu, qu'est-ce que tu fais maintenant chez toi ? Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille, entre autres, avec Playing for the Planet, de mieux mesurer l'impact de ces expériences sur les comportements à la maison de nos joueurs. Et après aussi que ces comportements dans la vraie vie se retranscrivent aussi dans le jeu. Chez Ubisoft, on a la dimension sociale de nos jeux et communautaire extrêmement importante. C'est fait partie de ce qu'on a envie d'offrir aux joueurs. Et de la même manière qu'on a envie que chacun puisse s'exprimer tel qu'il est dans le jeu, on aimerait aussi que justement les gens qui sont concernés par les enjeux environnementaux et climatiques puissent l'exprimer dans nos jeux à leur manière. Notre jeu Riders Republic a pris le sujet à bras-le-corps et a pour ambition cet été d'organiser la première marche pour le climat dans un jeu. Et moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux qu'on puisse, dans ce lieu d'interaction sociale et communautaire que sont nos jeux, on puisse aussi en parler et le faire de manière positive et orienter solutions, et que ça devienne des événements et voilà, et que derrière, voilà, ça vienne influer les comportements en dehors du jeu, et que ces nouveaux comportements soient de nouveau retranscrits dans les jeux et ainsi de suite. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question, mais je sais qu'il y a Oh, pardon, excuse-moi, reprends. Il faut vraiment que chaque studio, chaque média reste vraiment sur ses forces et mette ses forces à profit sur le sujet et pas vienne dénaturer ce qu'il est en train de faire, parce que je pense que ce serait préjudiciable pour les audiences. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de jeux vidéo qui s'orientent plutôt serious game et que je trouve très très cool. Nous, on est beaucoup en contact avec eux, on regarde beaucoup ce qui se passe. Après, on essaie de voir comment ça alimente le type de jeu qu'on fait à notre niveau.